enfin direction la Guyane, mais en passant par Toulouse quand même. À chaque fois qu'on parle du ciel, de l'air ou de l'espace, on fait un tour du côté de la cité de l'espace de Toulouse. Bonjour Olivier Sanguy. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio, responsable de l'actualité spatiale à la Cité de l'Espace de Toulouse. Alors, ça s'est passé vendredi, c'était quelque chose qu'on attendait et c'était en quelque sorte historique. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Allumage de ESR et décollage. Le décollage d'Ariane 6, opération réussie pour placer en orbite un satellite militaire français. J'ai dit historique, en quoi c'est historique ce décollage d'Ariane 6 ? Eh bien, c'est historique parce que c'est le premier vol commercial. Voilà, donc c'est si vous voulez, c'est une sorte de bascule importante dans la carrière d'un lanceur. Il y a le vol inaugural, tout aussi important, mais historique, ça veut dire que la clientèle dit ok, maintenant on est prêt à payer un vol sur le lanceur. Voilà, c'est le début de la vie opérationnelle de, on va dire, d'un des vecteurs principaux d'accès à l'espace pour l'Europe. Voilà, alors Ariane 6 qui succède donc à Ariane 5, vous l'aurez bien compris, quelle différence entre les deux lanceurs ? Alors c'est un lanceur qui est à peu près de même puissance, puisque en gros on peut envoyer jusqu'à 10 tonnes sur la fameuse orbite géostationnaire, c'est l'orbite sur laquelle il y a les satellites de télévision notamment, ou 20 tonnes sur orbite basse, ou un peu moins dans la version qui a décollé d'ailleurs dernièrement, là, qui est la version dite 6.2, parce qu'il y a tout simplement 2 fusées latérales, la 6.4 c'est 4 fusées latérales, donc c'est un lanceur modulaire. Ariane 5 n'avait pas de modulation de puissance. Là on a un lanceur qui peut faire du lancement, on va dire, moyen, et aussi en version 4 du lancement lourd. Voilà, donc c'est une souplesse opérationnelle. Alors on a attendu longtemps, il faut quand même le dire, pour voir ce premier vol commercial d'Ariane 6. On est tous soulagés de voir que ça marche enfin. Comment on explique que ça ait passé autant de temps, la transition entre Ariane 5 et Ariane 6 ? Alors c'est vrai que ça c'est une question qu'on nous pose souvent à la Cité de l'Espace, et d'ailleurs des gens étaient là pour voir ce vol, mais ça s'explique tout simplement par le fait qu'il n'y a pas de lanceur qui décolle à l'heure quand il est nouveau. Voilà, il y a toujours du retard. C'est classique dans le spatial. Mettre au point un nouveau lanceur, c'est toujours difficile, surtout que là on le fait, on va dire à l'ancienne entre guillemets, c'est-à-dire on lance pas des fusées et on voit si elles explosent plus ou moins bien pour améliorer. Ouais. Quand le lanceur décolle sur son vol inaugural, en théorie, il est prêt. Oui, voilà. Alors ça, vous pointez en filigrane la différence de philosophie entre Ariane Espace, notamment, et SpaceX d'Elon Musk. Mais justement, c'est une bonne transition parce que il y a une vingtaine d'années, corrigez-moi si je me trompe, Ariane Espace dominait les lancements commerciaux de satellites. Et on a l'impression qu'en une dizaine d'années simplement, pendant qu'on continue à développer Ariane 6, le monde a complètement changé et les entreprises privées américaines sont arrivées en force sur le secteur. C'est vrai ou pas ? Oui, c'est vrai. Pendant qu'Ariane 5 dominait le marché spatial, on pensait que les opposants, on va dire, commerciaux au lancement de satellites, ça allait plutôt venir du côté de la Russie ou de l'Inde. Parce que le marché américain, enfin les opérateurs de lancement du marché américain étaient essentiellement tournés vers le marché interne, autrement dit la NASA et les satellites militaires du Pentagone, point barre. Et puis est arrivé SpaceX, il faut le reconnaître, qui a fait un type de lanceur auquel on ne croyait pas vraiment, à savoir le lanceur dont le premier étage est réutilisable, le fameux Falcon 9. Et là, ils ont pris des parts de marché. Aujourd'hui, Ariane 6 a un objectif qui est différent d'Ariane 5, c'est avant tout assurer la souveraineté spatiale de l'Europe. C'est-à-dire que nous, Européens, quand on veut lancer un satellite, on n'a pas besoin de demander l'aide des autres. C'est aussi simple que ça. Donc on revient en gros à la situation qui était la nôtre il y a une vingtaine d'années avec Ariane 5 ou même avec Ariane 4 auparavant. Parlons des capacités de ce lanceur. Vous avez pointé SpaceX, dont tout le monde parle. Effectivement, des lanceurs qui sont réutilisables. C'est quoi l'intérêt d'avoir des lanceurs réutilisables ? Sachant qu'effectivement, ils ont pris beaucoup de risques avant et ils en ont cassé un certain nombre avant que ça finisse par marcher. Mais aujourd'hui, ça marche. L'intérêt, c'est d'avoir une cadence de vol très élevée. On a vu qu'ils ont fait plus d'une centaine de vols l'année dernière, puisqu'on réutilise le premier étage. C'est aussi moins cher. Ouais. Alors, au début, il y avait un débat parce qu'on se disait est-ce que c'est vraiment moins cher ? Parce que récupérer un étage, c'est compliqué. C'est-à-dire il y a une partie du carburant qui sert pas à envoyer le satellite en gros, mais qui sert à revenir. Donc, on perd de la performance, très clairement, ça c'est connu. Mais aussi, il faut remettre en état cet étage-là. Bon, visiblement, SpaceX a démontré que ça valait le coup sur le plan économique. Donc, maintenant, l'Europe se penche dessus. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, en Europe, on travaille sur un prochain lanceur réutilisable. Maintenant, la question se pose, quand vous faites moins de 10 lancements, comme c'est le cas avec, pour l'instant, Ariane 6, comme ce sera le cas, là, on va faire 5 lancements cette année, est-ce que ça vaut le coup de récupérer l'étage ? C'est-à-dire, il y a un surcoût, et c'est
voilà, il faut le voir. Si après on monte en cadence, ben là on a un nouveau lanceur qui arrivera avec un premier étage réutilisable. Est-ce que à terme on peut espérer qu'Ariane 6 puisse lancer aussi des vols habités ou pas du tout? Alors, Ariane 6 pourrait évoluer vers le vol habité. Il y a eu des études qui ont été faites lors de la phase de conception d'Ariane 6. Pour l'instant, c'est plutôt une décision plus politique que technique. L'Europe a les bases, l'industrie spatiale européenne a les bases pour faire du vol habité. On en fait d'ailleurs quelque part indirectement en quelque sorte. Il faut savoir qu'à bord de la Station spatiale internationale, il y a un laboratoire européen, Columbus, qui a été fabriqué en Europe et dans lequel vous avez des astronautes qui travaillent quotidiennement. Donc le vol habité, quelque part, on a les bases techniques pour le faire. Il faut une volonté politique et budgétaire pour le faire. Il faudrait, oui, ça coûterait encore plus cher. Parlons maintenant du satellite qui a été lancé. C'est un satellite militaire. Il va servir à quoi? Satellite militaire français d'ailleurs. Oui, satellite militaire français, CSO3, composante spatiale optique numéro 3, ça veut dire qu'il y en a 2 autres qui ont déjà été lancés. C'est tout simplement ce qu'on en appelait autrefois un satellite espion, c'est un satellite de renseignement. Il fonctionne avec CSO1, c'est-à-dire tous les deux, ils sont environ à 800 km d'altitude, ils sont visibles infrarouge. Eux, en gros, c'est repérage, et il y en a un autre, le CSO2, qui lui est plus bas, à 450 km, qui lui sert à l'analyse beaucoup plus fine. Donc, en gros, ça permet de regarder ce que font les autres, ce qui, dans le climat géopolitique actuel, est plutôt important. Peut servir, oui, voilà, ça peut servir tout à fait. C'est quoi la durée de vie de ces satellites? La durée de vie opérationnelle est annoncée pour 10 ans à peu près. Maintenant, souvent, c'est pas rare que ce genre de satellite fonctionne au-delà de sa vie opérationnelle, mais ça veut dire qu'on prépare déjà la succession de ces satellites pour ne pas être aveugle en quelque sorte. Oui, ce qui fera toujours du travail pour Ariane Espace. J'en profite pour me poser une question qu'on vous pose souvent, Olivier Sanguy. Au bout de 10 ans, qu'est-ce qui devient satellite? Alors aujourd'hui, il y a notamment en France, on a une des lois les plus contraignantes, on va dire, en matière d'exploitation de l'espace, c'est-à-dire qu'on ne laisse pas les satellites tourner autour de la Terre à ne rien faire. On prévoit leur fin de vie. Pour des satellites sur orbite basse comme ceci, généralement on les fait rentrer dans l'atmosphère afin qu'ils brûlent. Ils rentrent dans l'atmosphère au-dessus d'une zone du Pacifique Sud où il n'y a pas de, en gros, il n'y a pas de vie. On risque pas d'abîmer le système écologique en place. Et donc c'est comme ça qu'on se débarrasse des satellites afin d'éviter qu'ils deviennent des débris eux-mêmes sur orbite. Quand on est français, mais on est habitué aussi à avoir les normes les plus contraignantes pour la bonne cause, souvent. Quels sont les pays qui, eux, les laissent, une fois que les satellites ne marchent plus, tournicoter autour de la Terre, quitte à ce que ça fasse des déchets et des accidents un peu partout dans l'espace? Alors généralement maintenant de moins en moins parce que si vous voulez tous les pays qui font du spatial et qui l'exploitent ont compris que s'ils faisaient des débris partout, ça allait devenir très compliqué. Voilà. Oui. Donc on peut. Alors c'est vrai que nous avons la loi la plus contraignante. Tout le monde essaye de faire, les Américains, même les Chinois, même si les Chinois ont fait des tests d'armes anti-satellites, ce qui est pas génial au niveau débris. Oui. Mais il y a vraiment une prise de conscience, si vous voulez, mondiale, pour ne pas faire n'importe quoi avec l'orbite, parce que sinon, elle va devenir difficilement exploitable. En toute logique, mais du coup, si on est les meilleurs élèves, c'est qui les moins bons? Les moins bons, ce sont les puissances spatiales qui essayent d'accéder à l'espace. Par exemple, vous avez la Corée du Nord, parce que pour l'instant, faire attention n'est pas le but. Le but, c'est d'y arriver. Oui. Mais très vite, de toute façon, il y a cette prise de conscience que si on fait n'importe quoi, on ne pourra plus rien faire après. Bon, mais écoutez, merci en tout cas pour cet éclairage. C'est toujours passionnant de vous avoir, Olivier Sanguy, vraiment. Merci à vous d'être intervenu ce matin sur Sud Radio, responsable de l'actualité spatiale à la Cité de l'Espace de Toulouse. N'hésitez jamais d'ailleurs, si vous passez par la Haute-Garonne, à y faire un tour. C'est absolument fascinant.